et seigneur de Vauban. Donc vous voyez, il est né en 1633. Je vais aller assez vite parce que c'est un diaporama que j'ai préparé pour des élèves. Normalement, il devait durer 2 heures, donc je vais faire ça en 1 heure et quart. Parce que, voilà. Donc je vais passer assez vite sur chaque diapositive. Et vous voyez, il est né dans le Morvan, plein cœur du Morvan. C'est quand même un homme de la terre. Et le fief de son père, le fief de Vauban, il l'a acquis définitivement, lui, en 1684. Donc vous voyez, il est né en 1633, 1684, il est dans la plénitude de ses moyens, et il acquiert cette propriété et sur laquelle va se trouver un château qui comptera beaucoup pour lui, qui s'appelle le château de Bazoches. Voilà, c'est le petit village de Saint-Léger aujourd'hui, à une quarantaine de kilomètres de l'abbaye de Vézelay, pour ceux qui connaissent, vers Auxerre. On est sur le plateau du Morvan, et si on continue, on arrive à Château-Chinon. C'est une région magnifique de forêt, et Vauban va être très marqué par son territoire, parce que son père était administrateur des forêts, justement. Voilà, à côté, vous avez une très très jolie abbaye, qui s'appelle l'abbaye de la Pierre qui vire. Des beaux paysages du Morvan. Voilà. Alors, quand on étudie un homme comme Vauban, bon, il a réalisé énormément de choses, mais je pense qu'il faut toujours se replacer dans le contexte politique et géopolitique surtout de l'époque, parce qu'on ne peut comprendre Vauban et les travaux qu'il a effectués tout autour de la France, y compris même en Belgique et même aux Pays-Bas. Voilà, on peut comprendre Vauban uniquement si on a une vision quand même géopolitique de l'Europe à l'époque, parce que c'est lié directement à la politique du roi, dans un premier temps Louis XIII, et dans un deuxième temps Louis XIV. Donc on fait un petit rapide retour sur la situation politique en Lorraine, en France et en Europe. Voilà, donc il naît en 1633, au milieu du règne de Louis XIII, donc Louis XIII qui va décéder en 1643. Et son fils, Louis XIV, est très jeune à l'époque, puisque, je rappelle que Louis XIV est né en 1638. Il a 5 ans. D'où la régence. Voilà. Et le Premier ministre, qui est un homme très autoritaire et qui a une vision extrêmement précise de la situation géopolitique en Europe, c'est Richelieu. C'est Richelieu qui va décéder 1 an avant Louis XIII. Alors on va voir que la politique de Richelieu a fortement influencé celle de Louis XIV. Voilà l'Europe au début du siècle. Alors vous voyez que les frontières de la France ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui, ni même celles qu'elles seront à la mort de Vauban. On verra tout à l'heure les territoires qui ont été gagnés sous l'influence donc de Louis XIV et de Vauban. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? Eh bien, c'est que, en réalité, vous avez l'Empire des Habsbourg, qui petit à petit est en train de grignoter tous les territoires qui entourent la France. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres non seulement de l'Autriche, mais ils sont maîtres de la Franche-Comté, ils sont maîtres de l'Espagne, et ils sont maîtres des Pays-Bas espagnols. Donc la politique de Richelieu, elle va être tout simplement une politique sur la défensive, en essayant par tous les moyens de pousser vers l'Est, pour acquérir les frontières naturelles que sont les Alpes, le Rhin et les Pyrénées. Quand on a compris ça, on a compris finalement la mission qui a été dévolue à Vauban pendant les 40 années où il va devenir ingénieur général d'une fortification. Il y a vraiment un danger imminent pour la France d'être absorbé par les Habsbourg. Voilà. Donc l'arbre généalogique simplifié de Charles Quint, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement par mariage, les Habsbourg, la famille des Habsbourg, ont acquis la Bourgogne, la Franche-Comté, ils ont acquis les Pays-Bas, etc., et y compris l'Espagne, parce que Charles Quint a été souverain en Espagne, et non seulement ça, mais c'est que avec les conquêtes d'Amérique, puisque c'est sous la bannière de l'Espagne et du Portugal que les grandes conquêtes se sont faites, bien l'empire de Charles Quint, il va devenir immense, à tel point qu'on disait que le soleil ne se couche jamais sur l'empire de Charles Quint.
Alors vous voyez, cette maxime, c'est la maxime d'Habsbourg. Alors pour ceux qui ont lu du latin, ça veut dire Austriae est imperare orbi universo. L'Autriche règne sur un empire universel. C'était la maxime, enfin l'emblème des Habsbourg, tellement ils étaient puissants. Rappelez-vous qu'ils ont l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et ils ont les Philippines, donc au sud du Japon. Voilà. Alors, les rivalités politiques et religieuses elles vont être constantes tout au cours du XVIIe siècle, avec donc la fameuse guerre de 30 ans, qui encore une fois est un conflit politico-religieux, mais toujours avec l'obsession de la France de pousser vers l'Est. Voilà. Alors, donc, par opportunité, Louis XIII, qui est un roi catholique, va s'allier avec les puissances du Nord qui sont protestantes. Tout ça pour contrecarrer l'influence des Habsbourg. On est vraiment dans le pragmatisme politique, et tout ce petit monde-là va se retrouver ici, avec cette fameuse guerre de 30 ans, dont on parlera beaucoup en février, avec M. Bruand, et puis toutes les horreurs de la guerre qui vont se lier à ça. Donc, à cette époque-là, pendant la guerre de 30 ans, on a un duc de Lorraine qui s'appelle Charles IV, Charles IV, qui va régner longtemps, vous voyez, 1624-1675, et qui va être un personnage un petit peu énigmatique dans la mesure où il va tantôt se tourner vers la France, tantôt vers l'Empire, tout en essayant de garder sa neutralité, puisque je rappelle qu'à l'époque, la Lorraine est indépendante, nous sommes dans un duché indépendant. Voilà les duchés de Lorraine à l'époque. Voilà. Alors vous voyez cette mosaïque politique, voilà à quoi ressemblait notre territoire à l'époque. Là on est vers 1661. Donc vous voyez que, eh bien, il y a une partie de la Lorraine qui dépend de l'évêché de Metz, Toul, Verdun, et une partie même qui est acquise par la France de manière à pouvoir gagner les États alsaciens qui sont devenus françaises. L'Alsace est devenue française à la fin de la guerre de 30 ans en 1648. Donc vous voyez un petit peu l'équation pour les ducs de Lorraine de garder leur neutralité entre l'empire dont ils dépendent et puis également la maison France qui tente de pousser vers l'Est. Voilà les misères de la guerre de 30 ans, tout le monde connaît ça, hein, les gravures de Jacques Callot. On va retrouver ça également dans la peinture. Hein, la deuxième partie de la vie de Georges de la Tour, on va retrouver des personnages, vous avez vu un petit peu ces personnages, le Vieleur, personnages qui souffrent et qui représentent en réalité la situation politique, économique, la misère liée à la guerre, aux épidémies, aux famines, etc. etc. Voilà. Alors voilà, on en arrive là, hein. 60% de la population lorraine va être décimée à cette époque-là, et puis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais après, il y aura une grande vague d'immigration de différentes régions de France et d'Europe pour venir repeupler. Donc, une part, voilà, ici matérialisée, quelques villages qui ont disparu à l'époque, mais il y en a bien d'autres, et ça fera l'objet de la conférence en février. Voilà. Donc, Moyenvic va devenir français, hein, c'est la première cité qui va devenir française dans les Sauvois, en 1632. Traité de Vic. Et donc, encore une fois, la politique de, là on est sous Richelieu, c'est d'enfoncer des points, petit à petit, hein, dans les duchés de Lorraine, avec évidemment comme ambition, un jour ou l'autre, la réunification de la Lorraine à la France. Voilà. L'Europe en 1648, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Alors, voilà, on va rentrer dans le sujet. Hein. Anne d'Autriche, donc, elle est régente, puisque son époux est très décédé, hein, elle va être régente, mais en réalité, ce n'est pas elle qui aura directement le pouvoir. Dans un premier temps, ce sera Richelieu, et dans un deuxième temps, ce sera Mazarin. Voilà, donc, Mazarin, qui était également un cardinal, hein, d'origine italienne, hein, et donc des mains de fer, hein, c'est-à-dire des religieux qui avaient une vision politique des choses. Donc, 1642, Louis XIV a 4 ans. Voilà, alors Louis XIV, on dit bien, hein,
Donc 1638-1715, un règne très long, 54 ans. On fête cette année donc le tricentenaire de sa mort. Hein. Et il va régner seulement en 1661. Hein, donc en 1661, il a 20 ans. Non, même pas. Un peu plus. 23 ans. Et il va être marqué par un épisode qui est l'épisode de la Fronde. Alors qu'est-ce que c'est que la Fronde? Eh bien, c'est un épisode tumultueux de l'histoire de France. Il y a eu pendant cet interrègne, hein, qui a duré 5 ans, entre 1648, la paix de Westphalie, et 1653, une guerre civile en France qui a amené les Espagnols aux portes de Paris. Et Louis XIV va être énormément, profondément marqué par cet épisode, et c'est ce qui va l'encourager à devenir vraiment un souverain autoritaire, autocrate, de manière à lutter justement contre ces grandes familles représentées par le Grand Condé. Le Grand Condé faisait partie des grandes familles nobiliaires de France qui, avec la mort de Louis XIII et pendant la Régence, voulaient profiter de cette absence de pouvoir pour imposer une sorte de décentralisation et acquérir plus de pouvoir par rapport à l'autorité centrale. Et effectivement, la Fronde va se terminer de manière assez favorable pour Louis XIV parce que ça va se terminer par une amnistie générale et le roi va régner. Mais ça va l'encourager à se diriger vers un pouvoir absolu et surtout avec une méfiance très forte vis-à-vis de la noblesse de cour, et c'est une des raisons pour lesquelles il va attirer toute la noblesse, hein, donc tous ces petits roitelets de France, il va les attirer à la cour de Versailles de manière à pouvoir les contrôler. En réalité, c'était une stratégie extrêmement intelligente. Et là, Vauban, qui voit tout ce personnel hein, désœuvré et qui vit au crochet de l'État, va les détester toute sa vie. C'est une détestation totale. Voilà, alors on revient à Vauban, hein, son père, Urbain, petite noblesse, et comme souvent, eh bien, les aptitudes d'un enfant intelligent sont souvent remarquées par le curé du village. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le curé, c'est l'homme instruit du village, et le curé va encourager son père à l'envoyer donc au collège des seigneurs en Auxois, où il fera une jeunesse discrète, besogneuse. On a peu d'éléments par rapport à sa jeunesse à seigneur en Auxois. Toujours est-il qu'il a la passion des armes, la passion de l'armée, et à 17 ans, il va s'engager donc dans la compagnie d'Arcenay. La compagnie d'Arcenay fait partie de l'armée de Condé, donc il est frondeur. Il est frondeur. Il va être fait prisonnier par l'armée royale à Sainte-Ménéhould, et il va profiter de l'amnistie, et il va s'engager dans les armées du roi. C'est là que, en fait, son parcours va se transformer en destin. Il va être mis sous les ordres d'un chevalier qui s'appelle le chevalier de Pierreville, et qui à l'époque, lui, était, c'est lui qui était en quelque sorte l'ingénieur en chef des fortifications, hein, donc travailler sur les aménagements de fortifications, etc., etc. Et il va travailler sous ses ordres pendant 20 ans. Donc il va acquérir un bagage, hein, mais en réalité, bien avant les 20 ans, je dirais que l'élève est supérieur au maître. Chose importante, ce chevalier de Pierreville est chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et vous verrez que par la suite, on y revient. Voilà, donc sa carrière a duré en fait 32 ans, hein, comme ingénieur général de fortification, 1673-1705. Alors, l'apport de Vauban, on a dit beaucoup de choses hein, sur Vauban. Et en réalité, on a eu des intervenants au colloque qui ont rectifié un petit peu la légende. Vauban, il n'a pas tout inventé. Et Vauban, il a apporté beaucoup d'éléments nouveaux. Alors, si on reprend un petit peu l'histoire des fortifications, tout le monde connaît le château féodal, évidemment le château féodal va devoir évoluer avec le temps, tout simplement à cause du progrès de l'artillerie. Donc on va changer de nature complète la manière de fortifier. Ces apports vont être faits essentiellement d'abord dans un premier temps en Italie. Parce
des ingénieurs italiens qu'on connaît bien ici en Lorraine, parce qu'ils ont travaillé, hein, c'est l'époque où la Lorraine est indépendante et a des rapports très très étroits avec l'Italie. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs ducs de Lorraine qui se sont mariés avec des princesses italiennes. Notamment Henri II qui s'est marié avec Marguerite de Mantoue. Mantoue, ça se situe dans la plaine du Pô. Donc il y a des échanges à la fois entre les artistes et également entre les ingénieurs militaires qui vont venir, par exemple, refortifier Nancy. Hein, la ville neuve de Nancy, refortifiée par Charles III, la ville neuve, a été construite par des ingénieurs italiens, notamment Stabili, Jean-Baptiste Stabili, très connu, qui a travaillé également à Marsal au service de Henri II, donc bien avant Bourbon. Donc des progrès considérables dans l'aménagement des villes grâce à ces ingénieurs italiens, et notamment Antoine de Bergame et Blaise de Pagan, qui vont devenir en quelque sorte un petit peu les maîtres à penser de Vaud. Alors, vous voyez, ça c'est une image hein, qui est très intéressante. Hein. Sont les fortifications de La Valette. La Valette, ça se situe à Malte. Et vous voyez, elles sont datées de 1566. Vous voyez, c'est un ingénieur italien qui s'appelle Laparelli. On en reparlera tout à l'heure avec une autre ville qui a été fortifiée par Laparelli. Mais quand on voit les fortifications, on pourrait imaginer que c'est du Vauban. Là, franchement, alors qu'on est un siècle avant. Voilà. Je passe. Et puis là, regardez voir un petit peu cette cité qui a été créée, on appelle ça une cité ex nihilo, hein, c'est la photo de droite, qui est la place de Palmanova, qui a été construite par un ingénieur italien, hein, ingénieur des fortifications, qui s'appelle Scarnozzi. Et vous voyez que, on verra quelques images tout à l'heure du travail de Vauban, notamment une ville comme Neuf-Brisac. C'est exactement le plan qui a été repris. Voilà. Voilà. Alors, Vauban, en tant qu'ingénieur général des fortifications, il va en réalité subir 45 ans de guerre. Bon. Depuis 1668 à 1713, c'est la guerre. Alors, il y a différents conflits, on va les voir rapidement. Alors, le premier conflit, c'est ce qu'on appelle la guerre de dévolution, qui est liée à ce qu'on appelle le coup, les historiens appellent le coup de maître de Mazarin. Mazarin, par des plénipotentiaires, par des échanges, va réussir à faire épouser l'infante d'Espagne à Louis XIV. Donc c'est Marie-Thérèse d'Autriche, et bien qu'elle soit princesse espagnole. Et pour ceux qui connaissent la ville de Saint-Jean-de-Luz, ils sont mariés à Saint-Jean-de-Luz, dans une église, donc ils ont fermé la porte après le passage des époux. Elle est toujours fermée d'ailleurs. Donc c'est un coup de maître. Pourquoi? Parce que Mazarin pense déjà à éliminer le danger qui vient du sud, vous voyez, par mariage. C'est déjà un coup de maître. Voilà. Alors, ça va entraîner une première guerre. Pourquoi? Parce que Marie-Thérèse d'Autriche et son père, hein, le roi d'Espagne, évidemment, s'était engagé à payer une très forte dot pour épouser le roi de France, et ils ne l'ont pas payé. Donc Louis XIV va mandater Vauban, ça va être les premiers travaux de Vauban, pour prendre quelques villes du nord. Vous voyez la frontière à l'époque, hein. Vous voyez jusqu'où elle menait. Hein. Voilà, tout ça, c'est pas la France. Hein. Et la première ville qui va être prise par Vauban, c'est Lille. Voilà, la citadelle de Lille, qui va être prise par Vauban en 1668. Et il sera d'ailleurs le gouverneur de la ville de Lille jusqu'à sa mort. Deuxième conflit, un petit peu plus tard, qui se termine par le traité de Nimègue, c'est la guerre de Hollande. Le danger vient du nord. La Hollande est un pays extrêmement puissant, notamment sur le plan commercial, hein, puisqu'à l'époque, la Hollande a déjà un empire, des comptoirs un petit peu partout autour de l'Afrique, en Asie. Donc c'est une richesse inouïe. Et la guerre de Hollande se terminera, donc vous voyez, elle a duré 7 ans. Elle va se terminer par le traité de Nimègue. Et là, une fois de plus, on va pousser vers le nord et Vauban va être intervenu. Troisième grande période, c'est ce qu'on appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Alors ça, c'est une guerre qui est liée avec un prétexte religieux. La Ligue d'Augsbourg, je rappelle que ce sont les princes
luthériens allemands qui ont fait une ligue pour se déclarer comme défenseurs du protestantisme. Et donc ça va générer une guerre entre 1685 et 1697. Pourquoi? Parce que 1685, c'est la date où Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes. On va chasser les protestants. Donc c'est un conflit qui va durer 12 ans, qui va se terminer par le traité de Résumé. Et puis, dernier conflit, c'est la guerre de succession d'Espagne, parce que le roi d'Espagne s'appelle Charles II, il va mourir sans héritier, et donc, étant donné que Louis XIV est le beau-frère, eh bien, il considère que c'est un de ses enfants, ou un de ses petits-enfants, qui doit devenir roi d'Espagne. On va se terminer le traité d'Utrecht en 1713. Cela dit, Louis XIV aura gagné, puisque c'est un Bourbon qui va régner sur l'Espagne à partir de 1713. Vous voyez donc toute une série de conflits qui vont rendre Bourbon tout à fait incontournable et qui vont lui donner énormément de travail. Voilà. Donc, il commence en 1673, hein, il a 40 ans, pleine force de l'âge. Et voilà le précaré qui va donc, on appelle ça le précaré, hein, donc Bourbon, hein, c'est un terme qui a été inventé par lui. Et vous voyez ici la carte de France avec toutes les cités dans lesquelles il est intervenu, mais il y en a bien d'autres. Hein. Mais ça, ce sont des cités essentielles. Je vais vous en présenter une douzaine. Je les ai choisies parce qu'elles ont été classées au patrimoine de l'UNESCO. On aurait pu en choisir d'autres. Pour aller vite, j'en ai choisi une douzaine. Alors, il va travailler de concert avec Louvois, qui est secrétaire d'État à la guerre, et puis Colbert, qui est aux finances. Et on va retrouver, on en parlera un petit peu tout à l'heure, des échanges de lettres récurrents, hein, puisqu'à l'époque, on ne travaille qu'avec le courrier. Vauban écrit 3-4 lettres par jour. Hein, il écrit pendant qu'il voyage, il écrit le soir, il écrit tout le temps. Donc il y a des milliers de lettres qui ont été dépouillées par les historiens, et notamment par Michel Virol, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc Colbert, aux finances. Alors, je vous montrerai quelques lettres tout à l'heure qui sont intéressantes, où il ne cesse pendant ces 40 années de donner des conseils à la cour, et donc à Colbert et à Louvois, en disant qu'il faut réformer, dépenser moins, etc. etc. Voilà. Alors, il y a une chose tout à fait étonnante, hein, qui a été étudiée de manière unanime par tous les historiens, c'est la confiance et le respect entre ces deux hommes, hein, Louis XIV et Vauban. Vauban qui était un homme extrêmement honnête, hein, et puis Louis XIV qui a eu l'intelligence de reconnaître la valeur de son serviteur. Donc vraiment une confiance mutuelle qui malheureusement sera balayée pendant les 2 dernières années de la vie de Vauban. On verra pourquoi. Malheureusement. Voilà, alors on va présenter rapidement quelques places. Hein. Donc voilà les 12 sites, hein, les 12 villes qui ont été retenues dans le cadre de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO. On aurait pu en choisir d'autres, hein. Il y a eu une bataille entre différentes villes, mais il fallait bien choisir. Alors peut-être que le génie de Vauban, en réalité, par rapport aux ingénieurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est certainement l'adaptation au terrain. Toutes les cités dont on va parler là, eh bien, il y a une adaptation extrêmement minutieuse au terrain avec une étude de l'emplacement, des doubles fortifications, de la possibilité également d'inonder la place. Donc c'est peut-être ça le génie de Vauban. Et puis surtout, la volonté de créer des villes, en particulier les villes qui ont été créées ex nihilo, hein, à partir de rien, où il fait bon vivre et où la population civile vit en harmonie avec les militaires. Parce que un des apports de Vauban qui est indéniable, eh bien, c'est justement le fait que les militaires aujourd'hui, à partir de Vauban, sont dans des casernements. Alors qu'autrefois, ils étaient logés chez l'habitant. Et il y a quelques régions où Louis XIV a forcé
les habitants à accueillir les militaires, c'est ce qu'on a appelé les dragonnades, hein, dans les pays protestants, notamment dans les Cédelles. Mais un apport essentiel de Vauban, c'est justement la construction de ces casernes qu'on va retrouver dans toutes les villes fortifiées ou classiques. Et puis, le deuxième élément, c'est cette fameuse place d'armes qu'on retrouve dans toutes les cités dans lesquelles il a travaillé, hein, qui est à la fois un lieu militaire et civil. Militaire parce qu'on va y rendre les honneurs, hein, les parades militaires, et civil parce que c'est un lieu de vie où les gens se retrouvent, hein, tout simplement pour vivre en parfaite harmonie dans une cité militaire. On n'est pas loin, vous voyez, des cités idéales, hein, du XVIIIe siècle, hein, telles que les avait conçues, par exemple, Nicolas Ledoux à Arc-et-Célan, hein, les philosophes du XVIIIe siècle, hein, qui avaient cherché cette manière de cité idéale. Neuf-Brisac, alors vous voyez, hein, là on prendrait la copie conforme de Palmanova. Hein, magnifique cité, avec toujours cette grande place d'armes au milieu, ombragée déjà à l'époque, et puis les courtines, et puis donc les casernements. Hein, vous voyez où ils sont, comme à Marseille, hein, dans toutes les cités. Donc, évidemment, ça crée une activité très intense dans des cités comme celle-là, parce que quand vous aviez 1000 ou 2000 militaires qui étaient présents, là, il fallait approvisionner l'armée, il fallait du fourrage, il fallait des broyers, etc., etc. Très jolie cité. Voilà, Besançon, hein, magnifique. Hein. Donc là, on va profiter des hauteurs du Doubs, hein, pour fortifier Besançon. Hein. Alors Besançon a été fortifié après avoir récupéré cette partie de la Franche-Comté après le traité de Nîmes en 1673. Briançon, vous voyez, donc là on se protège donc, de l'Autriche qui à l'époque était l'Italie, hein. Et puis juste à côté, Mont-Dauphin. Mont-Dauphin, vous voyez, ex nihilo, hein. Alors il va donner le nom de Mont-Dauphin par respect pour le dauphin de France, hein, le fils de Louis XIV, qui n'est encore pas décédé en 1693, puisque c'est le fils, le petit-fils, vont mourir de la variole. Villefranche-de-Conflans. Donc là, vous voyez, on est dans la percée des Pyrénées, tout près de Perpignan, avec une deuxième ville qui va être aménagée, également ex nihilo, qui s'appelle Mont-Louis. Voilà, Mont-Louis, en référence à Louis XIV. Parce que autant Vauban a pu être un homme critique par rapport à l'exercice du pouvoir, autant il a été respectueux du roi. Ce n'était pas du tout un révolutionnaire, au contraire, c'était quelqu'un qui voulait évoluer vers une monarchie beaucoup plus moderne. Et donc, Mont-Louis a subi aucune modification. Voilà, là on passe sur la Gironde. Alors là, la Gironde, c'est pour contrecarrer le danger anglais. Vous êtes d'accord, hein, l'Angleterre qui maîtrise les mers, donc vous allez avoir un certain nombre de cités qui ne sont pas toutes mentionnées ici, qui vont être aménagées. Donc, vous avez vu ça qui est le verrou de la Gironde. Hein. Saint-Martin-de-Ré, on appelle l'étoile de Pierre, 1681. La Rochelle. Et puis donc les vestiges d'une tour gardienne de l'armoirie à Camaret-sur-Mer. Et enfin la verrière qui se trouve en haut du Cotentin, hein, donc juste en fait de l'Angleterre, c'est Sainte-Vaast, qui est censé protéger le Cotentin d'une éventuelle armée anglaise qui arriverait par la mer.